À 35 000 pieds au-dessus de la mer du Japon, KAL-007, inaudible. Dépressurisation rapide. Descendons à 10 000 pieds. des pilotes ont perdu le contrôle de leur avion. Je sors les aérofreins. Le 747 et les 269 personnes qui sont à bord plongent vers l'océan. Au bout de quelques heures, une rumeur a circulé à Washington comme quoi les soviétiques y étaient mêlés. Ce drame va exacerber les tensions entre les deux superpuissances mondiales. L'enquête sera placée sous le sceau du secret et de la duplicité. Et les enquêteurs vont impérativement devoir trouver la cause du drame avant que la disparition de l'avion ne débouche sur une guerre ouverte. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Il est un peu plus de 2 heures du matin à bord du vol KAL-007. Korean Air 007, passons Nipi. Estimons Noka à 18h26, 132 décimales 0. Après une courte escale à Anchorage en Alaska, ce 747 de la Korean Airlines se dirige vers Séoul en Corée du Sud. Son marathon a commencé à New York 13 heures plus tôt. Le commandant Chun Byung-in travaille depuis près de 11 ans pour la compagnie nationale coréenne, après avoir servi pendant 10 ans dans l'armée de l'air de son pays. Pour cette étape de 6100 km au-dessus du nord de l'océan Pacifique, une fois l'avion en l'air, les pilotes n'ont vraiment pas grand-chose à faire. Mesdames, Messieurs, nous allons vous servir le petit déjeuner avant notre atterrissage à Gimpo qui devrait avoir lieu d'ici 3 heures. Une bonne partie des passagers comptent prendre une correspondance à Séoul. Mary Jane Hendry se rend au Japon pour entamer une nouvelle vie. Ma sœur Mary Jane avait trouvé un emploi chez un constructeur automobile. Elle avait exactement le profil que cette société recherchait à Tokyo. Donc elle s'en allait pour une nouvelle étape de sa carrière. Dallas 1098, contactez-nous. Un quart d'heure derrière se trouve un vol qui fait le même parcours, le KAL-015. KAL-007. Parlez KAL-015. Qu'est-ce que vous faites? Les équipages discutent pour passer le temps. On rencontre un vent arrière étonnamment fort. C'est-à-dire 35 nœuds du 040. Afin d'économiser du carburant, les pilotes du vol 007 décident de prendre de l'altitude. Tokyo Centre, KAL-007. KAL-007, Tokyo. KAL-007, demandons de monter au 350. Attendez.
KAL 007, montez et maintenez niveau de vol 350. KAL 007, montons et maintenons niveau de vol 350. Mais à cet instant, l'avion devient incontrôlable. C'était quoi? Réduction des gaz. Train. Les trains d'atterrissage sont sortis pour enrayer la montée de l'avion. On monte. L'altitude augmente. L'altitude augmente. Je sors les aérofreins. Je ne peux pas descendre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant, les moteurs répondent. Commandant? C'est une dépressurisation rapide. Tokyo Centre, Korean Air 007. KAL 007, Tokyo. Dépressurisation rapide. Descendons à 10 000 pieds. KAL 007, inaudible. Essai radio sur 100 décimales 48. Attendez, attendez, attendez. Descente d'urgence. KAL 007, Tokyo. Le vol 007 de la Korean Airlines et les 269 personnes qui se trouvaient à bord ont disparu. KAL 015, pouvez-vous contacter KAL 007 et me transmettre sa position? Tous les efforts pour contacter le 747 restent en vain. Le contrôle aérien de Tokyo appelle d'autres stations radars au Japon et en Corée. Je n'arrive pas à joindre KAL 007. Un appel est même passé à une station radar en Union soviétique. Les familles attendent avec angoisse des nouvelles du vol introuvable. L'entreprise pour laquelle Mary Jane allait travailler avait téléphoné et découvert que l'avion dans lequel elle voyageait n'était pas arrivé. L'appareil avait peut-être eu un problème, mais à ce moment-là, on ne savait pas grand-chose. L'inquiétude régnait. Il avait peut-être atterri, il s'était peut-être écrasé. Et au bout de quelques heures, une rumeur a circulé à Washington comme quoi les Soviétiques y étaient mêlés. Tandis que le monde entier attend de savoir ce qui est arrivé, les autorités militaires américaines font une découverte terrible. D'après une station de surveillance classée secrète, chargée de surveiller les transmissions soviétiques, l'impensable se serait produit. Au moment où le vol 007 a disparu, les GI écoutaient ce qu'ils ont cru être une mission d'entraînement de routine de l'armée soviétique. Suite à une violation de la frontière, détruisez l'objectif. Il paraît impossible que les Soviétiques aient abattu un avion de ligne. Pourtant, les autorités américaines sont convaincues du contraire. Et dès le lendemain matin, le secrétaire d'État George Shultz, contrairement aux habitudes, ne mâche pas ses mots. Les États-Unis font part de leur écœurement face à cette attaque. Les pertes humaines semblent importantes. Et nous ne voyons aucune excuse à cet acte épouvantable. C'était impossible. Comment ça, mort? Il y avait forcément une raison. 1983 marque un des temps forts de la guerre froide. Réunis par l'idéologie communiste, l'URSS et une bonne partie de l'Europe de l'Est sont sous la férule implacable de Moscou, qui se livre à une lutte politique à couteau tiré avec l'Ouest.
Les relations étaient mauvaises, mais personne ne savait à quel point. Dans un premier temps, les autorités soviétiques nient toute responsabilité. Selon Moscou, l'avion devait être intercepté, mais il avait continué sa route. Ça a été la première version. Bientôt pourtant, le Kremlin change de tactique et joue carte sur table. Un avion à réaction soviétique a bel et bien abattu le 747, mais son attaque était justifiée. Cet appareil effectuait une mission d'espionnage, peut-être avec des caméras, des appareils d'enregistrement. D'après l'Union soviétique, le vol 007 évoluait sur ordre de la Maison-Blanche dans un espace aérien interdit. À leur tour, les Américains démentent, affirmant que l'avion coréen effectuait un vol comme un autre. L'incident ne fait qu'aggraver les tensions entre les deux blocs. Le moment où on s'est le plus approché d'une véritable guerre, ça a été cette année-là, avant et après l'incident, lorsque les deux camps, mais surtout les soviétiques, s'attendaient à une attaque. La tragédie de la KAL compromet les négociations de l'OTAN sur le désarmement. Et quand les soviétiques finissent par claquer la porte, la menace nucléaire se rapproche dangereusement. Dans ces circonstances, le besoin d'une enquête impartiale est des plus pressants. C'est pourquoi l'ONU fait appel à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI pouvait mener une enquête sans parti pris, avec une équipe capable de traiter avec les intéressés en toute neutralité. Kai Frostel fait partie de cette équipe internationale chargée de faire toute la lumière sur la destruction du vol 007. Face au regain de tension entre les deux superpuissances, les enquêteurs font l'objet d'une forte pression pour apporter rapidement des réponses. Son plan de vol aurait dû maintenir le 747 largement à distance de l'espace aérien soviétique. Donc, soit il a été abattu au-dessus des eaux internationales, soit il a dévié de sa route. Déterminer laquelle de ces hypothèses est la bonne est la priorité numéro 1. Mais les enquêteurs ont un gros problème. Les boîtes noires restent introuvables. L'absence de l'enregistreur de paramètres et de l'enregistreur phonique, c'est quelque chose d'important dans une enquête. Les Américains unissent leurs efforts à ceux de la Corée du Sud et du Japon pour retrouver les précieux enregistreurs. Mais ces trois nations ne sont pas les seules à faire des recherches. Le 1er septembre, on a reçu l'ordre de se rendre à l'endroit où le 747 était tombé et de participer aux recherches pour le trouver. C'est une course à qui découvrira les boîtes noires qui commence. Les Américains ne connaîtront peut-être jamais la vérité si les Soviétiques mettent la main dessus avant eux. Et chaque camp accuse l'autre de mauvais tours. Les États-Unis se sont plaints officiellement, disant que les Soviétiques perturbaient le travail de leurs bâtiments et larguaient de fausses balises acoustiques pour détourner les instruments d'écoute de la bonne. Les Soviétiques affirment que le vol 007 évoluait dans l'espace aérien de l'URSS au-dessus de l'île de Sakhalin lorsqu'il a été abattu. Si c'est bien le cas, l'avion se trouvait très loin du couloir aérien qui lui avait été assigné, une route baptisée R20. Il y avait plusieurs routes au-dessus du Pacifique Nord, et la R20 était la plus proche de l'espace aérien soviétique. Son surnom était d'ailleurs Route Rouge 1. Donc il fallait, et il aurait fallu, être particulièrement attentif pour l'emprunter. Les enquêteurs découvrent un premier indice qui les incite à croire que si les pilotes volaient dans une zone interdite, c'était à leur insu. Les coordonnées qu'ils transmettaient montraient qu'ils respectaient leur route. D'après l'aiguilleur du ciel de Tokyo, le dernier individu à être entré en contact avec le vol 007, tout semblait normal. Korean Air 007 passe son NIPI, estimons Noka à 18h26, 132 décimales 0. L'équipage avait déclaré se trouver sur la R20. Mais comme tous les avions au-dessus du Pacifique, le vol 007 se trouvait hors de portée des radars de Tokyo. Le contrôleur ne pouvait donc se fier qu'aux pilotes pour connaître leur position. Se sont-ils trompés à ce sujet ?
Cette hypothèse semble de plus en plus probable lorsque les enquêteurs interrogent l'équipage du vol 015 qui se trouvait juste derrière l'avion disparu. Et votre discussion avec le 007 ? Le commandant de bord se rappelle une conversation étrange qu'il a eue avec ses collègues. On rencontre un vent arrière étonnamment fort. C'est-à-dire ? 35 nœuds du 040. On a un vent de face de 50 nœuds. Il aurait pu l'avoir ici ? Il est presque impossible qu'un avion ait subi un vent arrière et l'autre un vent de face. Donc, quelque chose ne colle pas. Mais en l'absence des boîtes noires, les enquêteurs n'ont aucun moyen de vérifier la position réelle du vol 007 au moment de cet échange radio. N'avoir aucun renseignement de première main, alors que c'est généralement le cas lors d'une enquête, a vraiment compliqué les choses. Kai Frostel obtient d'autres renseignements de la part d'une source inattendue, l'armée des États-Unis. Contrairement à leurs habitudes, les autorités militaires américaines divulguent des documents secrets concernant la surveillance effectuée la nuit du drame. Une technologie alors secrète, l'utilisation du radar en mode passif, permet de suivre le parcours de tous les aéronefs civils et militaires autour de la planète. Et ce qu'elle révèle au sujet du vol 007 est des plus surprenants. L'avion a fortement dévié de sa route. Pendant presque tout son parcours au-dessus du Pacifique, il a dévié vers le nord. Au moment où il a été abattu, il était à 305 000 nautiques, soit 560 km, de la position à laquelle il aurait dû se trouver. Et il était déjà entré et sorti du territoire soviétique une première fois. Le Kremlin n'a donc pas menti. C'est alors posé la question de savoir pourquoi il avait autant dévié de sa route. Pour répondre à cette question, les enquêteurs s'intéressent au système de navigation inertielle du 747, baptisé INS. L'INS, qui équipait cet avion et la plupart des autres, avait une précision de 800 mètres de dérive par heure. Donc il était très précis. L'INS s'appuie sur les points de cheminement entrés dans l'interface du calculateur. Il fonctionnait grâce à 9 points de cheminement qu'on mettait en mémoire pour le programmer. 59 degrés, 18 minutes, nord. En gros, ces points sont des coordonnées GPS dont le nom est constitué d'un seul mot comme Bethel, Neva ou Nipi. L'INS du vol 007 aurait dû être programmé pour suivre ses repères électroniques afin de rallier Séoul. 18 minutes nord. À 8h49, tournez au 270. Y a-t-il eu un changement de plan de vol de dernière minute? Kai Frostel écoute les discussions entre les pilotes et la tour, enregistrées avant le décollage d'Anchorage. 73, virez à droite. Korean Air 007, montons et maintenons niveau 310. 73, virez à droite. Ça a été la routine la plus complète du début à la fin. Rien n'est sorti de l'ordinaire lors du décollage, du roulage ou de la préparation du vol. Après avoir quitté l'Alaska, le 747 entame la traversée du Pacifique comme prévu, mais ne passe pas par le premier point de cheminement. En fait, il dévie de sa route pendant plus de 5 heures. Et les espoirs de comprendre pourquoi s'estompent. Au bout de 10 semaines, les enregistreurs n'ont toujours pas été retrouvés et les recherches sont arrêtées. Où était l'avion? En combien de fragments était-il? On l'ignorait. L'enquête étant dans l'impasse, Kai Frostel s'adresse à l'avionneur. Les États-Unis et Boeing ont proposé de simuler la route que l'avion avait a priori empruntée. Cette simulation s'est déroulée chez Boeing à Seattle. Point numéro 2, 59 degrés, 18 minutes.
Reproduire le trajet du 747 en simulateur ne laisse entrevoir que deux possibilités. La première, c'est qu'une erreur a été commise lors de l'enregistrement des coordonnées dans l'INS. 60 degrés, 47 minutes,1 nord. Normalement, le copilote entre les points de cheminement et le commandant de bord s'assure que les chiffres sont bons. 60 degrés, 47 minutes,1 nord, OK. Une erreur de programmation de l'INS, alors que l'avion était encore à la porte d'embarquement, aurait très bien pu conduire celui-ci au-dessus de l'Union soviétique. La deuxième possibilité, la moins probable, c'est qu'après avoir entré les points, l'équipage a oublié d'activer l'INS. Après avoir décollé d'Anchorage, l'avion aurait donc suivi un cap magnétique constant pour suivre sa route. En début de vol, c'est une procédure standard. On utilise un cap magnétique pour la direction. Ensuite, peu après le décollage, les pilotes activent le système de navigation pour qu'il se cale sur le premier point de cheminement. En cas d'oubli, avec ce cap magnétique constant, on se retrouvait dans l'espace aérien soviétique. Le cap magnétique aurait maintenu l'avion dans la bonne direction, mais le long d'une route bien différente de celle prévue à l'origine. Le commandant de bord comptait plusieurs années d'expérience. Qu'il ait oublié de positionner le pilote automatique sur INS semble improbable. À ce stade, Kai Frostel en est réduit à spéculer sur l'origine de la déviation du vol 007. Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que l'URSS ait pris le risque de déclencher une guerre en abattant un avion. Les Soviétiques avaient fait usage de la force pour punir un intrus. C'est un peu comme abattre un livreur par peur qu'il vous cambriole. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une réponse aussi brutale? Les enquêteurs le découvrent par l'intermédiaire de l'armée américaine. Si le vol 007 n'était pas en mission d'espionnage, un autre avion se livrait bien à ce genre d'activité, un RC-135 de l'armée de l'air américaine. Les Soviétiques observaient un RC-135 qui volait très lentement au large des côtes et qui espionnait l'essai d'un de leurs missiles. L'avion espion se trouvait tout près de la frontière soviétique sur le passage du 747. Et les deux appareils sont peut-être devenus impossibles à différencier au radar. Et quand le vol 007 s'est engagé dans son espace aérien, l'URSS l'a pris pour le RC-135. L'intrus s'est approché et les Soviétiques ont appliqué la procédure préparée à l'avance pour ce cas de figure. Suite à une violation de la frontière, détruisez l'objectif. Pourtant, des questions troublantes subsistent. Le pilote de chasse s'est-il approché suffisamment pour voir son objectif? Savait-il qu'il s'agissait d'un avion de ligne? L'OACI demande à parler au pilote Gennady Osipovitch, mais les soviétiques refusent. Et pour l'heure, ces questions restent sans réponse. En décembre 1983, moins de 4 mois après les faits, l'OACI publie un premier rapport d'enquête. Malgré l'absence de preuves matérielles, il conclut que le vol KAL-007 s'est retrouvé dans l'espace aérien soviétique suite à une erreur d'utilisation du système de navigation, erreur imputable au pilote. C'était l'hypothèse la plus plausible en fonction de notre travail et des renseignements dont on disposait en 1983. Résumer tout ça au fait que l'avion s'était retrouvé là par hasard, ça n'était pas la réponse qu'on attendait. Et on pensait qu'il y avait encore matière à enquêter. Mais la clé du mystère est enfermée dans les boîtes noires de l'appareil qui ont disparu en mer.
Dans les mois qui suivent, des morceaux de cadavres impossibles à identifier s'échouent sur le rivage dans le nord du Japon, avec quelques petits fragments d'épaves. Les enquêteurs sont convaincus que l'avion a été entièrement détruit. On ignore où sont leurs corps, mais des vêtements et les papiers d'identité de ma sœur ont été retrouvés sur une plage du Japon. Au moins, avec ces papiers, il nous reste quelque chose d'elle. Comme les familles des victimes, les enquêteurs ignorent où le 747 s'est écrasé. Mais certains individus, eux, le savent. De hauts responsables soviétiques dissimulent le fait qu'un mois après le drame, l'épave, mais aussi les boîtes noires, ont été découvertes. Il s'agissait d'un gros tas de débris. On a fouillé dedans à main nue jusqu'à ce qu'on tombe sur les boîtes noires. Elles étaient là toutes les deux. Mais les soviétiques décident de les conserver. Les renseignements qu'elles contiennent sont mis sous clé. Et les années passent. Au début des années 1990, la guerre froide se termine. C'est une explosion de joie. En URSS, la glasnost est synonyme d'ouverture. Désireux de faire table rase du passé, le nouveau gouvernement fait un geste. La remise des boîtes noires a été une vraie surprise. Et les renseignements qu'elles contenaient pouvaient apporter des réponses. Je savais qu'elle me donnerait des éléments. Je voulais découvrir les faits à l'aide des bandes et comparer ce qui s'était passé avec ce qu'on avait écrit en 1983. En 1992, lors d'une cérémonie officielle organisée à Séoul, le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, restitue les boîtes noires. Un général du KGB m'a contacté et il m'a dit « Vous ne me connaissez certainement pas, mais c'est moi qui gardais les enregistreurs depuis 10 ans. Ils étaient dans le coffre de mon bureau. Je savais que c'était un secret de portée internationale et ça m'ennuyait terriblement. Chaque jour, en arrivant au bureau, je regardais le coffre et je savais que les enregistreurs étaient à l'intérieur. Et il a ajouté « Vous ne le comprendrez peut-être pas, mais c'est le plus beau jour de ma vie. » Kai Frostel est désigné pour diriger une nouvelle équipe d'enquêteurs basée à Paris. Signe que les temps ont changé, le russe Vladimir Kaufman, spécialiste de l'avionique, est intégré à l'équipe. À l'époque, je travaillais à l'Institut de l'aviation civile et j'enquêtais sur les accidents d'avion. Cette enquête internationale était de très haut niveau. La première priorité, c'est de s'assurer de l'authenticité des boîtes noires. Dans certains milieux, on soupçonnait fortement les soviétiques d'avoir trafiqué les bandes ou d'avoir fait des faux. Donc, on a dû valider à 110% l'authenticité de ces éléments. Je me souviens qu'elles étaient fermées avec des cachets de cire.
On a pris des photos et on a brisé les scellés. Les enquêteurs confirment que l'enregistreur phonique remis par les Russes est bien celui qui équipait le vol 007. Il a été ouvert, examiné, et les numéros de série et de modèle ont été vérifiés. Certains de disposer des bonnes boîtes noires, les enquêteurs doivent ensuite s'assurer qu'elles n'ont pas été falsifiées. Mais là, très vite, des soupçons apparaissent. Au nettoyage, les enquêteurs ont remarqué qu'il y avait eu des cassures et que la bande avait été remontée. Il n'est pas rare qu'une bande casse lors de l'impact, mais la méfiance à l'égard de l'ex-URSS est encore fermement ancrée. Tout d'abord, les enquêteurs ont examiné les collures, là où la bande avait cassé, avec un appareil à fort grossissement. C'est une technique utilisée par les Français et que je n'avais jamais vue utilisée aux États-Unis, la photoanalyse. Avec un fort grossissement optique, on peut visualiser les ondes magnétiques. Ces analyses confirment qu'aucune donnée n'a été ajoutée ou retirée de la bande de l'enregistreur phonique lors des collures. 565, redonnez température. Les enquêteurs peuvent enfin écouter l'enregistrement en sachant que chaque mot entendu sera authentique. Quoi? C'est déjà l'heure du petit déjeuner? Vous voulez manger? Plus tard. Mais ils n'entendent que les banalités échangées par les pilotes. Il y a un bureau de change à l'aéroport? Pour changer quoi? Des dollars en won. Dans l'aérogare des vols nationaux. 52010, intercepté 737. Rien ne laisse supposer que l'équipage était en mission d'espionnage. Il s'agissait de discussions banales, donc soit ces gars étaient des comédiens de talent, soit ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient, et je pense malheureusement que cette deuxième hypothèse est la bonne. Il paraît improbable que le 747 de la Korean Airlines se soit livré à une mission d'espionnage, mais il a bel et bien été intercepté alors qu'il survolait le territoire soviétique. Presque depuis le début, les enquêteurs soupçonnent l'équipage soit d'avoir mal programmé le système de navigation, soit de l'avoir calé sur le mauvais mode et de l'avoir laissé sur le cap magnétique constant. L'enregistreur de paramètres permet d'en avoir le cœur net. Cet enregistreur nous a révélé que l'avion est resté sur un cap magnétique constant depuis son décollage d'Anchorage jusqu'à la fin. Il n'en avait pas du tout dévié. L'équipage du vol KAL-007 n'a donc jamais activé le système de navigation par point de cheminement. Train sur rentrée. Train rentré. Passons 500 pieds. Apparemment, les deux hommes ont tout simplement oublié une étape élémentaire de la procédure. L'INS fonctionnait correctement, les données y avaient été entrées comme il fallait, et il signalait au fur et à mesure où il aurait dû se trouver sur la route. Sauf que le pilote automatique ne suivait pas les instructions de l'INS, mais celles du mode de maintien de cap. Il leur disait où ils étaient censés être? Les enquêteurs découvrent que même s'ils suivaient un cap magnétique au lieu de se caler sur les points de cheminement, l'ordinateur a continué d'afficher les points prévus, même si l'avion n'était pas à proximité de ces points. Korean Air 007, passons Nipi. Estimons Noka à 18h26, 132 décimales 0. Cela expliquerait pourquoi les pilotes ne se sont jamais rendus compte de leur erreur. Et ils n'ont pas non plus remarqué une indication leur signalant leur déviation. On rencontre un vent arrière étonnamment fort. C'est-à-dire 35 nœuds du 040. Le fait qu'ils rencontraient des conditions de vent complètement différentes de l'avion censé les suivre aurait dû les interpeller. À un moment, ils sont sur le point de comprendre qu'ils ont un très gros problème.
Le copilote s'adresse à l'autre avion. Il apprend que les vents sont presque opposés à 180 degrés et il y a un blanc. John est pilote, et quelque part dans sa tête, il se dit que c'est bizarre. Il se demande si c'est un détail qu'il doit creuser, mais il ne le fait pas. Et ça revient à se braquer un pistolet sur la tempe. Il s'agit donc bien d'une erreur humaine. En pleine nuit, un équipage désinvolte avec un ordinateur mal programmé ne s'est pas rendu compte qu'il déviait de sa route. Tôt ou tard, tout le monde fait des erreurs. Les bons pilotes en font, les pilotes moins bons en font, on en fait tous. Lorsque les enquêteurs mettent en parallèle les discussions du vol 007 et les transmissions soviétiques interceptées par les Américains, ils se font une idée précise de ce qui s'est passé le 1er septembre 1983. Les pilotes se croient sur la bonne route, mais après 3 heures de vol, leur cap magnétique les a conduits dans l'espace aérien soviétique au-dessus du Kamtchatka. Les soldats soviétiques, eux, observent l'avion espion américain. Il y avait bel et bien un avion espion américain. Il y avait donc 2 appareils qui se ressemblaient. Et lorsque celui de la Korean Airlines a franchi la frontière, il a été pris pour l'autre. Tandis que les passagers dorment, la chasse soviétique décolle pour l'intercepter. L'avion n'était pas identifié. Certains indices montraient qu'il s'agissait d'un avion de ligne qui s'était égaré, d'autres qu'il ne pouvait pas s'agir du RC-135, mais ce soir-là, les Soviétiques n'ont pas eu le temps d'y réfléchir. L'objectif approche à grande vitesse de la frontière. Mais les chasseurs ne sont pas suffisamment rapides. L'avion quitte l'espace aérien soviétique et poursuit sa route vers Séoul. Les Soviétiques ont cru que l'avion avait pris peur et que tout était fini. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Le 747 s'apprête à survoler l'île de Sakhaline. Et à Sakhaline, ils étaient prêts. Le vol KAL-007 pénètre pour la 2e fois dans l'espace aérien soviétique. Mesdames, Messieurs, nous allons vous servir le petit déjeuner avant notre atterrissage à Gimpo, qui devrait se dérouler d'ici 3 heures. L'objectif approche à grande vitesse de la frontière. Objectif sur votre cap. Je l'ai en visuel et à l'écran. Le commandant Gennady Osipovitch, le chef de patrouille, repère l'avion à l'œil nu. Tir de sommation au canon. Mais les coups de feu passent inaperçus. Position d'attaque. Détruisez l'objectif. Compris, missile déjà verrouillé. Tir effectué. Objectif détruit. Le pilote de chasse a pris le 747 pour un avion espion. Et Gennady Osipovitch devra attendre près de 10 ans avant de pouvoir raconter sa version de l'histoire. Les enquêteurs se demandaient depuis longtemps ce que le commandant avait vu et fait après avoir reçu l'ordre d'intercepter l'intrus. Après l'effondrement du régime communiste,
le pilote de chasse est enfin en mesure de raconter ce qui s'est passé. L'appareil ressemblait à un avion civil parce qu'il avait un feu à éclat sur sa queue et un autre en haut de l'empennage arrière. Mais on peut déguiser n'importe quel appareil de cette façon, donc je ne me suis pas arrêté à ça. Tir de sommation au canon. Normalement, les coups de semonce contiennent des munitions traceuses aussi visibles que des fusées éclairantes. Mais Gennady Osipovitch n'en avait pas dans ses canons. Il aurait dû y avoir des projectiles traçants, mais personne n'en avait livré depuis 6 mois. Malgré tout, Gennady Osipovitch pense que l'équipage du 747 aurait dû le voir, même sans ses projectiles. Quand je l'ai rattrapé, on s'est retrouvé dans cette position. Comment a-t-il fait pour ne pas me voir? Je volais avec mes feux allumés, comme l'exigeait la procédure, donc il aurait dû me repérer. Une coïncidence qui sont à bord. KL 007, demandons de monter au 350. KL 007, montez et maintenez niveau de vol 350. Comme une voiture gravissant une colline, un avion qui monte ralentit. Mais le pilote qui suit le 747 l'interprète comme une manœuvre d'évitement. Il a réduit sa vitesse, soit pour que je le dépasse, soit pour que je descende. C'était l'un ou l'autre. C'est là que j'ai compris que c'était un intrus. C'est ce qui l'a convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un avion civil et qu'il était en danger. Je n'ai pensé qu'à le rattraper et à l'arrêter. C'était pour ça qu'on s'entraînait. Je l'ai laissé reprendre du champ et j'ai viré sur mon aile pour augmenter la distance entre nous. Sinon, mes missiles n'auraient pas pu se verrouiller. Il doit agir vite, parce que l'avion approche des eaux internationales. Position d'attaque. Compris, missile déjà verrouillé. Tir effectué. Gennady Osipovitch tire 2 missiles RR qui filent à 2000 km/h en direction de l'avion de ligne. L'un d'eux explose près de l'empennage arrière et endommage des commandes et des circuits hydrauliques. L'ogive déchire également le fuselage, provoquant une dépressurisation rapide en cabine. J'ai vu la première explosion juste sous sa queue et ça a été fini. Le plot radar indiquant l'intrus s'est éteint et je suis rentré. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage et ajustez la sangle. Descente d'urgence. Placez le masque sur votre visage. Au moment de la dépressurisation, le trou devait faire environ 0,16 mètres carrés. Mais les pilotes parviennent à contrôler l'avion pendant plusieurs minutes. Tout de suite après l'impact du missile, l'avion est monté au niveau de vol 380, avant de descendre à environ 5000 pieds par minute. L'avion de ligne endommagé plonge vers la mer du Japon. À ce moment-là, la plupart de ses passagers sont encore conscients. C'est là que l'enregistrement s'arrête. On en a conclu que la cellule s'est certainement disloquée à ce moment-là. Aujourd'hui encore, Gennady Osipovitch reste persuadé d'avoir abattu un avion espion. Je sais qu'on ne m'aurait pas donné l'ordre d'interception s'il s'était agi d'un avion civil ou d'un avion cargo, mais seulement si ça avait été un intrus. Nous, on lui en a pas voulu, mais certaines familles, oui. Elles ont dit que c'était lui qui avait appuyé sur le bouton, qui les avait tués. Elles avaient besoin de s'en prendre à quelqu'un. Il est clair qu'il a vécu avec le poids de cet acte. Pour pouvoir continuer à vivre, il s'est persuadé qu'il s'agissait d'un avion espion, qu'il n'y avait pas de passagers à bord et qu'il n'avait pas tué 269 personnes.
Si c'est ce qu'il veut croire, ça n'est pas moi qui vais lui jeter la première pierre. En 1993, Kai Frostel a enfin toutes les preuves qui lui manquaient lors de la publication de son rapport initial. Désormais, il sait que les pilotes coréens ont commis une erreur, que le 747 a dévié de sa route et que le pilote de chasse soviétique a interprété ses mouvements comme étant hostiles. La destruction du vol 007 est classée parmi les accidents et Kai Frostel recommande que tous les avions de ligne soient équipés d'un système indiquant clairement que le pilote automatique est en mode maintien de cap. Le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Il y a eu une suite d'incidents, d'incompréhensions et de mauvaises décisions qui ont commencé bien avant l'accident. Quand ma sœur m'a dit au revoir à l'aéroport, elle m'a serré très très fort dans ses bras. Et je lui ai dit, Mary Jane, j'ai l'impression qu'on ne va plus jamais se revoir. Le vol KAL-007 a eu un impact énorme sur moi. Il est resté dans mon cœur. Il m'a beaucoup attristé. Depuis toutes ces années, je pense aux familles et je leur adresse mes condoléances.